As-tu parfois l'impression d'avancer dans la vie? Et si tu n'étais en réalité bloqué à la deuxième étape de ton existence? La plupart des gens meurent sans jamais en sortir. Il existe 4 grandes étapes psychologiques que chaque être humain est censé traverser, mais seuls quelques-uns atteignent la dernière. Beaucoup s'arrêtent en chemin. Peut-être en fais-tu partie. Et plus tu restes coincé au mauvais stade, plus ta vie devient une version déformée de ce que tu aurais pu être. Dans cette vidéo, tu vas découvrir à quelle étape de ta vie tu te trouves, quels autosabotages invisibles t'y retiennent, et surtout, comment en sortir. Abraham Maslow, psychologue américain, a transformé notre façon de comprendre la motivation humaine. À une époque dominée par une psychologie mécanique et pathologique, il a eu le courage de regarder ailleurs. Non pas ce qui nous rend malades, mais ce qui nous fait épanouir. Il est le fondateur de la psychologie humaniste, une approche qui voit l'humain comme un être en croissance, poussé non seulement par des instincts de survie ou des conditionnements sociaux, mais par un profond désir de réalisation et de transcendance. Son modèle le plus connu, la pyramide des besoins, décrit une sorte d'escalier intérieur que nous gravissons consciemment ou inconsciemment au fil de notre vie. Pour Maslow, la vie est un voyage où chaque étape affine notre motivation, la rend plus noble, plus profonde, plus universelle. Inspiré par cette vision, cette vidéo propose une lecture symbolique des 4 grandes étapes de l'existence, réinterprétée à travers le prisme de la pyramide de Maslow. Chaque phase révèle une transformation de ce qui nous pousse à avancer, notre quête de sens, d'appartenance, d'expression, et finalement d'unité avec quelque chose de plus grand que nous. Il ne s'agit pas que de psychologie mais d'existence consciente, de savoir où l'on est et d'avoir le courage de continuer à monter. L'imitateur. Au début de notre vie, nous sommes pure dépendance. Notre survie repose sur le soin des autres, et notre âme, encore endormie, ne pose pas de questions. Elle désire seulement être acceptée, incluse, aimée. C'est le territoire de l'imitateur, celui qui copie, qui s'ajuste, qui construit son identité selon les attentes de l'entourage. Selon Maslow, une fois les besoins physiologiques et de sécurité satisfaits, nourriture, abri, stabilité, apparaissent les besoins d'appartenance et d'estime. L'être humain veut se sentir intégré, vu, reconnu. Dans la phase de l'imitateur, le besoin d'être accepté est si fort que l'authenticité est souvent réprimée. On porte des masques, on adopte des comportements, on absorbe des valeurs sans discernement. L'identité se forme par imitation de la famille, de la culture, des figures admirées. Ce processus n'est pas nécessairement négatif, nous commençons tous par l'imitation. C'est en imitant que l'on apprend la langue, les règles sociales, les normes morales. Mais le problème surgit lorsque cette imitation dure trop longtemps, quand le besoin d'être aimé étouffe la flamme de la connaissance de soi. L'imitateur mesure sa valeur dans le regard des autres. Son humeur varie avec les compliments. Ses choix suivent les tendances. Ces convictions sont fragiles car elles ne viennent pas de la réflexion, mais de la conformité. Maslow distingue 2 niveaux d'estime, l'estime externe, reconnaissance, admiration, statut, et l'estime interne, respect de soi, confiance, intégrité. Chez l'imitateur,
La première domine. Plus on devient dépendant des applaudissements extérieurs, plus la structure intérieure devient fragile. C'est là que naissent les pièges de la comparaison, de l'envie, de la honte. Vivre pour plaire, c'est vivre en représentation constante. Et l'âme ne respire pas sur une scène. Le plus dangereux, c'est que cette phase peut paraître confortable. L'illusion d'appartenance réchauffe, mais ne nourrit pas. L'estime fondée sur les autres offre de la dopamine, mais pas de sens. Et ainsi, l'imitateur vit avec l'impression d'être toujours à un pas du bonheur. Certains resteront à jamais coincés dans ce stade. Mais pour ceux qui osent s'écouter, qui ressentent un malaise silencieux même au milieu des applaudissements, naît une soif de vérité, et avec elle, commence la prochaine étape. L'explorateur. As-tu parfois l'impression d'avancer dans la vie? Et si tu n'étais en réalité bloqué à la deuxième étape de ton existence? La plupart des gens meurent sans jamais en sortir. Il existe 4 grandes étapes psychologiques que chaque être humain est censé traverser, mais seuls quelques-uns atteignent la dernière. Beaucoup s'arrêtent en chemin. Peut-être en fais-tu partie. Et plus tu restes coincé au mauvais stade, plus ta vie devient une version déformée de ce que tu aurais pu être. Dans cette vidéo, tu vas découvrir à quelle étape de ta vie tu te trouves, quels autosabotages invisibles t'y retiennent, et surtout, comment en sortir. Abraham Maslow, psychologue américain, a transformé notre façon de comprendre la motivation humaine. À une époque dominée par une psychologie mécanique et pathologique, il a eu le courage de regarder ailleurs, non pas ce qui nous rend malades, mais ce qui nous fait épanouir. Il est le fondateur de la psychologie humaniste, une approche qui voit l'humain comme un être en croissance, poussé non seulement par des instincts de survie ou des conditionnements sociaux, mais par un profond désir de réalisation et de transcendance. Son modèle le plus connu, la pyramide des besoins, décrit une sorte d'escalier intérieur que nous gravissons consciemment ou inconsciemment au fil de notre vie. Pour Maslow, la vie est un voyage où chaque étape affine notre motivation, la rend plus noble, plus profonde, plus universelle. Inspiré par cette vision, cette vidéo propose une lecture symbolique des 4 grandes étapes de l'existence, réinterprétée à travers le prisme de la pyramide de Maslow. Chaque phase révèle une transformation de ce qui nous pousse à avancer, notre quête de sens, d'appartenance, d'expression, et finalement d'unité avec quelque chose de plus grand que nous. Il ne s'agit pas que de psychologie, mais d'existence consciente, de savoir où l'on est et d'avoir le courage de continuer à monter. L'imitateur au début de notre vie, nous sommes pure dépendance. Notre survie repose sur le soin des autres, et notre âme, encore endormie, ne pose pas de questions. Elle désire seulement être acceptée, incluse, aimée. C'est le territoire de l'imitateur, celui qui copie, qui s'ajuste, qui construit son identité selon les attentes de l'entourage.
Selon Maslow, une fois les besoins physiologiques et de sécurité satisfaits, nourriture, abri, stabilité, apparaissent les besoins d'appartenance et d'estime. L'être humain veut se sentir intégré, vu, reconnu. Dans la phase de l'imitateur, le besoin d'être accepté est si fort que l'authenticité est souvent réprimée. On porte des masques, on adopte des comportements, on absorbe des valeurs sans discernement. L'identité se forme par imitation de la famille, de la culture, des figures admirées. Ce processus n'est pas nécessairement négatif, nous commençons tous par l'imitation. C'est en imitant que l'on apprend la langue, les règles sociales, les normes morales. Mais le problème surgit lorsque cette imitation dure trop longtemps, quand le besoin d'être aimé étouffe la flamme de la connaissance de soi. L'imitateur mesure sa valeur dans le regard des autres. Son humeur varie avec les compliments. Ses choix suivent les tendances. Ces convictions sont fragiles car elles ne viennent pas de la réflexion, mais de la conformité. Maslow distingue deux niveaux d'estime, l'estime externe, reconnaissance, admiration, statut, et l'estime interne, respect de soi, confiance, intégrité. Chez l'imitateur, la première domine. Plus on devient dépendant des applaudissements extérieurs, plus la structure intérieure devient fragile. C'est là que naissent les pièges de la comparaison, de l'envie, de la honte. Vivre pour plaire, c'est vivre en représentation constante, et l'âme ne respire pas sur une scène. Le plus dangereux, c'est que cette phase peut paraître confortable. L'illusion d'appartenance réchauffe, mais ne nourrit pas. L'estime fondée sur les autres offre de la dopamine, mais pas de sens. Et ainsi, l'imitateur vit avec l'impression d'être toujours à un pas du bonheur. Certains resteront à jamais coincés dans ce stade. Mais pour ceux qui osent s'écouter, qui ressentent un malaise silencieux même au milieu des applaudissements, naît une soif de vérité, et avec elle, commence la prochaine étape. L'explorateur. L'explorateur cesse de chercher la validation à l'extérieur. Il tourne son regard vers l'intérieur. Qu'est-ce qui me réalise profondément? Qu'est-ce qui fait vibrer mon âme, même si personne ne m'applaudit? Ces questions deviennent la boussole de sa nouvelle marche. L'autoréalisation, selon Maslow, ne signifie pas égoïsme, mais intégrité. Il ne s'agit pas de se différencier à tout prix, mais de se rencontrer soi-même sans filtre. L'explorateur commence à bâtir sa vie non plus en réponse au monde, mais en accord avec son propre appel. Il devient plus créatif, plus spontané, plus libre. Les règles imposées par les autres perdent leur emprise. Au lieu de s'admettre, ce chemin n'est pas linéaire. Il est fait d'avancées et de chutes, de doutes persistants et de tentations de revenir en arrière. L'explorateur fait l'expérience de l'incertitude, du vertige face à une identité en mutation. Il n'est plus celui qu'il était, et pas encore pleinement ce qu'il devient. Et pourtant, c'est dans ce déséquilibre que naît sa vraie force. Il apprend à se tenir dans l'inconfort, à ne plus fuir l'inconnu. Il découvre que la vérité n'est pas un havre de paix immédiat, mais un feu qui purifie. Et ce feu, bien que brûlant, lui révèle sa propre clarté. Maslow le savait. L'autoréalisation n'est pas un état constant de bonheur, mais un chemin d'honnêteté radicale. Celui qui l'emprunte expérimente solitude, silence, désorientation, mais aussi un sentiment profond d'alignement intérieur,
que rien ni personne ne peut acheter. Apter, il expérimente. Au lieu d'obéir, il explore. Et s'il sort des sentiers battus, ce n'est pas pour choquer, mais pour être vrai. Avec le temps, la quête de l'explorateur se transforme. Ce qui était une recherche personnelle devient une soif de sens plus vaste. Il comprend que se réaliser ne suffit plus, il veut que cela serve. Il commence à se demander « Et si ce que j'ai découvert en moi pouvait nourrir autre chose plus grand que moi ?» L'ego ne disparaît pas, il s'approfondit. L'explorateur apprend à aimer ce qu'il est, avec ses forces comme ses zones d'ombre. Il ne cherche plus à briller, mais à être. Et cette acceptation radicale de soi ouvre la porte à une forme de paix inédite. Il ne vit plus pour être applaudi, mais pour être aligné. Ses choix deviennent plus simples, mais plus puissants. Il renonce à l'approbation constante et découvre l'espace intérieur. Un lieu silencieux où la vérité ne crie pas, mais éclaire. Peu à peu, l'explorateur apprend à se suffire. Il ne cherche plus à combler un vide, il découvre qu'il est déjà plein. Plein d'élan, de sens, d'élan encore inexprimé. Il ne cherche plus à s'adapter à un modèle, il devient le sien. Et cela change tout. Sa force ne réside plus dans ce qu'il prouve, mais dans ce qu'il incarne. L'estime de soi ne dépend plus d'un regard extérieur, mais d'une présence intérieure. Il n'est pas arrivé, mais il marche en conscience. Et cette marche est déjà un accomplissement. Même s'il perd des liens basés sur l'ancien lui, il gagne une cohérence nouvelle. Ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, tout commence à s'aligner. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est vrai. Et dans cette vérité, il trouve enfin un espace où il peut respirer. Mais ce chemin vers soi demande du courage. Il est semé de doutes, de silences, de pertes nécessaires. L'explorateur doit faire le deuil de ce qu'il n'est plus, sans encore savoir ce qu'il devient. Et pourtant, dans cette incertitude, il découvre sa plus grande stabilité, celle d'un être en mouvement sincère. Il apprend à vivre sans certitude, mais avec présence. Il comprend que tomber n'est pas un échec, mais une étape, et qu'à chaque fois qu'il se relève, il se rapproche un peu plus de son axe véritable. Il cesse de fuir la solitude, il l'habite, il l'écoute, il s'y découvre. Maslow l'écrivait, « S'accomplir, c'est se réaccorder constamment à ce que l'on est dans le vrai. » Et cette justesse ne se mesure pas en résultat, mais en alignement intérieur. L'explorateur marche donc sans garantie, mais avec une flamme qui ne s'éteint pas. Le martyr n'est pas celui qui souffre par obligation, mais celui qui choisit de se donner. Après avoir découvert et incarné son être, l'explorateur sent qu'il ne peut plus garder cela pour lui. Ce qu'il a trouvé cherche maintenant à servir. Sa réalisation personnelle devient un outil, un canal. Il entre dans une phase de donation consciente. Dans ce stade, l'accomplissement cesse d'être une fin en soi. Il devient moyen. Le martyr sent naître en lui une mission, mettre son énergie, son savoir, son amour au service d'une cause plus grande que lui. Il ne s'oublie pas, il s'offre. Non pas par masochisme, mais par clarté intérieure. Maslow appelait cela la maturité de l'autoréalisation. Le moment où l'individu ayant trouvé sa voie veut désormais l'élever au bénéfice du monde. Le plaisir n'est pas nié, mais il est transcendé par le sens.
Le martyr ne fuit pas la douleur. Il l'accueille quand elle est le prix à payer pour rester en accord avec ses valeurs. Il ne cherche pas le confort, mais la cohérence. Il agit par choix, pas par obligation. Ce qu'il donne, il le donne avec clarté et non par automatisme. Son énergie, son talent, son temps deviennent des offrandes conscientes. Il sait qu'il ne peut pas tout faire, mais il choisit ce qu'il fait avec une intensité rare. Sa vie s'oriente vers l'essentiel. Il ne cherche plus à réussir, mais à avoir un impact, à faire du bien et à bien le faire. Maslow observait que les personnes les plus accomplies deviennent souvent profondément engagées dans l'éducation, la justice, la spiritualité, la famille. Elles ne se contentent plus d'être heureuses. Elles veulent contribuer à la joie et à la croissance des autres. Le martyr transforme son travail, son attention, sa manière d'agir en un acte d'amour. Il devient l'artiste qui crée pour éveiller, l'enseignant qui transmet pour libérer, le parent qui élève avec une présence pleine. Son excellence n'est plus une ambition personnelle, mais une offrande silencieuse. Il ne cherche plus à être bon, il cherche à faire le bien et à bien le faire. Il comprend que la qualité n'est pas un luxe, mais une forme de respect, pour lui-même, pour les autres, pour la mission. Il vit chaque détail comme un geste sacré. Et ce sacré donne du poids à tout ce qu'il touche. Cette profondeur n'est pas toujours visible. Le martyr agit souvent dans l'ombre, sans reconnaissance immédiate. Mais il ne cherche pas la lumière, il est porté par une flamme intérieure. Et ceux qui croisent son chemin ressentent cette chaleur, même s'ils ne savent pas d'où elle vient. Le martyr vit avec une forme d'endurance sacrée. Il connaît la fatigue, bien sûr, mais une fatigue noble, celle qui naît de l'engagement sincère. Il ne cherche pas à être sauvé, mais à servir. Et dans cette posture, il trouve une force que ni la douleur ni l'oubli ne peuvent éteindre. Il fait des choix difficiles, parfois solitaires. Il renonce à certaines facilités, à certaines sécurités, non par orgueil mais par alignement. Il sait que la paix intérieure a un prix, celui de l'intégrité. Et il est prêt à le payer, chaque jour. Dans son action, il n'y a ni plainte, ni démonstration, juste une présence, une constance, une fidélité au sens. Il n'agit pas pour être vu, mais parce que c'est juste. Et dans ce silence actif, il devient source, non pas de vérité absolue, mais d'inspiration humble et profonde. Le mortel n'est pas celui qui capitule, c'est celui qui comprend. Il se tient au seuil de la dernière grande transformation. Après avoir imité, exploré, donné, il sent que le moment est venu de se retirer, non pas fuir, mais s'effacer doucement, avec conscience. Maslow, dans ses écrits ultimes, parlait de l'autotranscendance comme d'un état au-delà de la réalisation de soi, un territoire où l'ego ne cherche plus à briller, mais à s'incliner. Le mortel ne vit plus pour exister. Il vit pour transmettre. Il n'est plus le centre, il devient passage. Il ne cherche plus à se définir. Il n'a plus besoin de convaincre. Il devient présence, espace, écoute. Le monde ne tourne plus autour de lui. Et c'est dans cette humilité ultime qu'il touche enfin à l'éternel. Il regarde la vie avec douceur. Ce qui autrefois était urgent devient secondaire. Ce qui était invisible devient essentiel. Il voit de la beauté là où d'autres passent sans s'arrêter. Dans un souffle,
dans une lumière, dans un regard. Il vit plus lentement, mais infiniment plus pleinement. Le mortel ne cherche plus à changer le monde. Il cherche à être en harmonie avec lui. Il a compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation. Il ne possède plus, il remercie. Il ne retient plus, il bénit ce qui s'en va. Et dans cette posture, une paix nouvelle s'installe. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais d'un accord profond avec l'impermanence. Il sait qu'il n'a plus besoin d'ajouter, il peut enfin simplement être. Le mortel devient témoin, non plus acteur principal, mais présence qui éclaire. Il ne cherche plus à guider. Il inspire par sa façon d'habiter le silence. Son savoir devient écoute. Sa force devient douceur. Il enseigne, non par discours, mais par exemple. Il reconnaît que chaque chose a son temps. Il ne s'attache plus. Il bénit ce qui a été, remercie ce qui est et s'ouvre à ce qui vient. Sa mémoire devient sagesse, son regard devient refuge. Ceux qui l'entourent sentent qu'en lui, quelque chose de plus grand respire. Il n'a plus besoin de laisser un nom. Il laisse une trace invisible mais indélébile. Dans les cœurs, dans les gestes simples, dans les silences partagés. Il est devenu un fragment d'éternité dans un monde en mouvement. Il n'attend plus rien. Il offre. Il ne demande plus à la vie de lui répondre. Il devient réponse. Et dans cette réponse, il découvre une joie nue, sans condition. Une joie qui ne vient pas de ce qu'il possède, mais de ce qu'il a su relâcher. Le mortel vit dans une forme de clarté qui ne cherche pas à briller. Elle éclaire sans éblouir. Elle réchauffe sans brûler. Elle apaise. Et ceux qui la croisent repartent changés, sans même toujours comprendre pourquoi. Il n'est plus là pour faire durer. Il est là pour faire sens. Il ne s'accroche pas à la forme. Il transmet l'essence. Son héritage ne s'écrit pas dans la pierre, mais dans les âmes. Et cet héritage est vivant, car il continue de se propager dans le silence de ceux qui l'ont reçu. Peut-être que toute vie humaine est un passage à travers ces 4 grands visages de l'âme. L'imitateur qui cherche à plaire, l'explorateur qui cherche à être, le martyr qui choisit de servir, et le mortel qui apprend à se dissoudre dans quelque chose de plus grand. Ces stades ne sont pas des cases figées, mais des flux. Nous pouvons passer de l'un à l'autre en une journée. Parfois, nous les portons tous en même temps. Mais les comprendre, c'est commencer à se voir avec plus de douceur. C'est oser se demander « Où suis-je aujourd'hui ? Et vers quoi ai-je le courage d'avancer ?» La pyramide de Maslow n'est pas qu'un outil de théorie psychologique, c'est un miroir tendu à l'âme. Elle nous rappelle que le véritable accomplissement n'est pas une course vers le sommet, mais une manière de gravir chaque marche avec conscience, avec foi, avec amour. Et peut-être qu'au fond, cette ascension n'a pas pour but de nous élever, mais de nous révéler. Et peut-être qu'au fond, cette ascension n'a pas pour but de nous élever, mais de nous révéler.